Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Paris pour rencontrer Olivier Dauvert, ingénieur en agriculture et expert de la grande consommation depuis plus de 30 ans. Après avoir travaillé pour différents médias en tant que journaliste et rédacteur en chef, Olivier a créé en 2002 les Éditions Dauvert, un média spécialisé dans la grande consommation. Grâce à ce média, il offre des clés de compréhension aux professionnels du secteur, mais aussi au grand public. Olivier est dans ce cadre notamment chroniqueur sur M6 et RTL. Au vu de la crise que traverse le monde agricole, j'ai souhaité enregistrer cet épisode avec Olivier, car une des solutions pourrait bien se trouver du côté de la relation entre agriculteurs, transformateurs et distributeurs. Et qui de mieux placé qu'Olivier, ce gersois passionné et ingénieur agronome, pour nous aider à comprendre les liens entre ces différents acteurs et décrypter les enjeux de chacun. Attention, âme sensible, s'abstenir. Olivier se définit lui-même comme un libre penseur des choses, et son franc-parler ne laissera personne indifférent. Cet épisode est riche en enseignements, parfois d'ailleurs à contre-courant des idées reçues. Grâce à son analyse, vous découvrirez que, selon lui, les raisons de la faible rémunération des agriculteurs sont bien plus complexes qu'il n'y paraît et que les responsabilités sont plutôt partagées. Allez, je vous laisse en compagnie d'Olivier. Bonne écoute! Bonjour Olivier. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir pour démarrer. Est-ce que vous pourriez vous présenter, nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Alors, je suis à Paris où je passe une grande partie de mon temps désormais avec mes activités médias. Je m'appelle donc Olivier Dauvert, j'ai 54 ans. Ça veut dire que je suis un senior officiellement. Vous les faites pas ? Oui, mais ça c'est un autre sujet. Et donc je suis ingénieur en agriculture de formation. J'ai fait une école qui s'appelle Purpan. Donc évidemment, je suis très très fier d'être aussi passé entre les mains des jésuites, parce que je leur serai éternellement reconnaissant du niveau de formation et peut-être même d'éducation qu'ils m'ont donné. Et aujourd'hui, je suis éditeur, c'est-à-dire que j'ai une petite boîte d'édition qui est spécialisée sur le commerce et la conso, où je parle matin, midi et soir de commerce, de consommation, pour une partie en direction des professionnels, c'est-à-dire les enseignes, les industriels, les transformateurs, et pour une autre partie, depuis déjà quelques années, sur les ondes nationales, on l'a dit comme ça, puisque je suis Monsieur Conso d'RTL et d'M6, puisque c'est le même groupe, avec une chronique tous les matins à 7h20 à la matinale de Thomas Soto et d'Amandine Bégaud, et de 10h à midi avec Julien Courbet dans Ça peut vous arriver. Et le reste du temps, j'essaye de m'échapper loin pour visiter des magasins, pour pouvoir avoir des choses à raconter. Et on le verra, vous êtes partout. Je crois que vous avez lancé votre entreprise en 2002. Ça a été quoi le déclic pour vous de vous lancer ? Les 10 premières années de ma vie professionnelle, j'ai été journaliste salarié et rédacteur en chef de magazines professionnels, notamment Linéaire et Rayon Boisson que j'ai créé en 93. J'ai été un petit espace-temps, on va le dire comme ça, déjà au sein du groupe M6 en 2001, non pas à l'antenne, mais dans des fonctions plutôt élevées, mais qui m'ont vite emmerdé, puisque j'étais directeur d'M6 Édition, la filiale édition du groupe M6, et je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour être un élément, même bien payé, même avec un joli titre, dans un groupe où il y a une hiérarchie, une structure, une cascade de responsabilités, et qu'en fait, au fond de moi, je suis un électron libre qui ne sait pas vivre de manière contrainte et forcée. Donc j'ai monté mon entreprise pour créer l'espace libre de mon travail. Et en fait, c'est ça le point de départ. C'est l'idée de dire, je vais faire mon job, je vais créer mon job, et il n'y a rien de tel que de créer sa boîte pour le faire. 2002, aujourd'hui on est 4, ça fait très très longtemps qu'on est 4 parce que c'est la taille cible qu'on a atteinte il y a peut-être déjà, 10 ans ou 12 ans. Et depuis, on a le dogme de la non-croissance, puisque je ne veux pas me développer, considérant que mon bonheur ne résidait pas dans la taille de mon entreprise et le nombre de zéros sur mon compte en banque ou sur mon compte d'exploitation, mais dans le plaisir totalement égoïste et assumé de ne faire que ce que j'aime faire. Donc de ne pas courir après le chiffre d'affaires de ma boîte, mais de courir après le plaisir que me donne chaque minute de ma vie professionnelle, puisque de fait, il n'y a plus de frontières entre la vie perso et la vie pro, mais de ma vie tout court. Cette notion de liberté, j'ai la sensation qu'elle est importante. Je voyais sur votre LinkedIn, c'est comme ça que vous vous définissez, libre observateur. Oui, elle est fondamentale. Il n'y a rien de plus cher que la liberté
Et je dis souvent, si la liberté était taxable, je serais à l'ISF et je serais peut-être l'homme le plus riche du monde. Alors je caricature évidemment, mais parce que de toute façon la liberté, c'est un concept que chacun doit définir. Ça se mesure pas, c'est pas comme le patrimoine pour le coup qui se mesure en euros, en dollars, en ce que vous voulez. Mais ça se mesure, la liberté, sur une échelle du bonheur individuel qui est que est-on heureux de faire ce qu'on veut, comme on veut, où on veut, quand on veut, avec qui l'on veut évidemment, ou est-on à un moment donné sous une emprise quelconque. Alors on l'est tous, peu ou prou, parce que si étant dans la matinale de Thomas Soto et Amandine Bégaud à 7h20 tous les matins, si un jour j'avais envie de ne pas me lever, je ne peux pas. Il faut que je me lève. Mais si la liberté n'empêche pas les responsabilités. Oui, mais si j'ai accepté d'y aller, c'est que pour le plaisir, c'est pas pour en vivre. Parce que voilà, je peux tout à fait me passer de ça pour vivre au sens économique du terme, mais si j'y vais, c'est parce que c'est un bonheur sans nom de se mettre en danger en direct tous les matins avec, je ne sais pas combien il y a, entre 1,5 million et 2 millions d'auditeurs à ce moment-là. C'est un bonheur jouissif de se mettre en danger comme ça sur un sujet qu'on adore. Et voilà, j'ai la liberté d'aller me mettre en danger et je n'ai de compte à rendre qu'à moi-même. C'est-à-dire que si ça marche, je serai fier de revendiquer que c'est grâce à moi. Si ce que je fais est bien, ça sera moi. Et si ça ne marche pas, j'en ferai porter la responsabilité à personne d'autre. Et donc, ça sera mon échec, comme j'en ai connu, et voilà. Cette notion de liberté, quand même, c'est un peu une prouesse que vous définissez sur LinkedIn comme libre observateur des choses du commerce, parce qu'à la fois, c'est vos clients aujourd'hui, vous avez des clients de l'agroalimentaire qui font votre modèle économique, ce qui ne vous empêche pas de dénoncer les choses qui ne vont pas dans la grande conso. Votre punchline, oui. C'est « et tant pis si ça pique », et c'est vrai que des fois, vous nommez les boîtes, vous nommez... c'est pas des fois, c'est toujours... Parce qu'on a droit d'être sévère que quand on est capable de dire pourquoi on l'est. Sinon, c'est du radicalisme sans intérêt, de dire telle enseigne ou telle marque est pas bien. À chaque fois, même si ça pique, encore une fois, je m'oblige à démontrer pourquoi je le pense. Et après, je n'impose pas ma pensée, mais je revendique d'avoir le droit de l'exprimer. Et la nuance, elle est quand même assez fondamentale entre les deux, c'est que je prétends jamais que mon avis il vaut plus que celui d'un autre. Le sujet du conflit d'intérêts possible entre le fait de vivre de ce que peuvent me donner des gens dont je parle, oui, sur le principe, sauf qu'après, moi j'ai mis une frontière, par exemple, extrêmement étanche sur des sollicitations que j'ai depuis maintenant assez longtemps, c'est le conseil. C'est-à-dire quand on est à mon niveau d'expertise sur un marché, l'expertise étant donnée notamment par le temps, pas par la brillance intellectuelle de base, mais quand vous êtes depuis 34 ans comme moi sur un métier, en l'occurrence la grande conso, y a des gens qui se disent sa vision, ses analyses, son avis peut avoir une valeur, j'aimerais l'acheter et qu'il m'aide. C'est ce qu'on appelle du conseil. Moi, je suis sollicité matin, midi et soir serait très exagéré, souvent est une réalité, par des marques ou par des enseignes surtout. Sauf que le jour où j'accepte de faire du conseil pour une enseigne par exemple, je perds toute liberté pour le coup pour dire ce que je pense de la stratégie. Si j'ai inspiré la stratégie, je suis totalement prisonnier, je ne peux pas la chroniquer. Si je l'ai pas inspiré, mais que j'ai juste été le révélateur du monde du commerce et de la conso en le décrivant, parfois de manière sévère et en visant tout le monde, chacun est libre ensuite de s'inspirer de ce que je dis, de ce que je fais, de ce que je vois, de ce que je montre, pour alimenter sa propre stratégie. Mais moi-même, je ne tiendrai jamais le crayon de la recommandation stratégique, et ça fait une frontière qui est quand même assez confortable, parce que pour le coup, dans l'absolu, même si une enseigne disait on n'achète plus un livre, on n'achète plus une étude, et alors ? Je le dis de manière cash, si une enseigne considère que je les aime pas et que je suis toujours à charge, mais surtout qu'ils arrêtent de me donner le moindre euro en achetant un livre ou en commandant je ne sais pas trop quoi chez nous, bien sûr qu'ils arrêtent. Et je serai heureux de ne pas avoir à rendre de compte vis-à-vis d'une enseigne comme ça, de fait. Vous nous l'avez dit, vous êtes ingénieur agronome, pareil, dans votre définition du... Pas du tout, je ne suis pas ingénieur agronome, je suis ingénieur en agriculture. En agriculture, oui, mais ça a une nuance, c'est vrai. Ça a une nuance, c'est que je revendique, d'abord parce qu'il y avait cette frontière historique, c'était il y a 35 ans, entre public et privé, puisque les écoles nationales, c'est-à-dire publiques, comme l'ENSA à Toulouse, à Montpellier, à Grignon, sont des écoles d'ingénieurs agro,
Et les écoles privées sont des écoles d'ingénieurs en agriculture. C'est pas pour revendiquer le côté privé, c'est pas ça, je m'en contrefous. C'est parce que je revendique le mot agriculture. Il faut pas s'en cacher. Le mot agriculture est un mot que je trouve autrement plus beau que le mot agronomie. L'agronomie est une composante de l'agriculture. L'agronomie est au service de l'agriculture. L'agriculture est au service de l'homme. Ben, je préfère être au service de l'homme que toute autre chose. Donc bien sûr, je suis ingénieur en agriculture. Vous semblez attaché à cette agriculture. Oui. À quel moment vous avez basculé vers la grande conso? Pourquoi vous n'avez pas continué dans cette lignée? Mais parce qu'il n'y a pas de frontière. L'agriculture et la grande conso, c'est la même filière. Ça dépend si vous le prenez par le haut ou par le bas, par l'amont ou par l'aval. Quand je parle de l'origine des foie gras d'une marque connue, d'une coopérative connue dans le sud-ouest, ou quand je parle de n'importe quel sujet, quand je suis dans le sujet alimentaire, ben ça m'aide vachement d'avoir une connaissance agri, une connaissance sur la production, parce qu'on ne va pas me la faire. On ne va pas me la raconter à l'envers sur les considérations de production. J'ai quand même passé pas 1 an et demi de ma vie à traire des vaches. Je ne dis pas que je suis un éleveur dans l'âme, évidemment pas, sinon je l'aurais fait. Mais le mec qui va m'expliquer comment traiter une vache, il n'est pas né quand même. Hein. Voilà, donc y compris dans les alpages, quand il fallait aller le faire dans des conditions un peu spartiates, il y a 35 ans. Donc il n'y a pas de bifurcation. Après, pour répondre quand même à la question, le hasard de la vie a fait que mon stage de fin d'études de Purpan, je l'ai fait dans une entreprise de presse agricole qui éditait des magazines spécialisés sur la production laitière, la production porcine, la production avicole, la production cunicole, et qui avait aussi une revue sur l'aval de la filière qui s'appelait Linéaire. Et donc ma vie professionnelle, elle a démarré à cheval entre une revue pour les éleveurs laitiers qui s'appelait PLM, Production laitière moderne, et une revue pour les chefs de rayon en hypermarché qui s'appelait Linéaire. Bon, bah après, voilà, il y a eu une opportunité de continuer d'un côté, et puis de prendre des responsabilités, puis de me rendre compte que ça me passionnait de voir quel était le débouché des produits pour la production desquels j'avais été formé. Parce que quand on passe 5 ans dans une école d'agriculture, on est quand même plus destiné à l'obédience production qu'à l'obédience distribution dans la filière. Sinon, on fait une école de commerce. Bon, ben voilà, mais il n'y a pas de frontière en fait. On peut dire dans votre secteur que vous avez réussi aujourd'hui. On l'a dit, vous avez beaucoup de visibilité. Ma question, c'est qu'est-ce qui a fait, en partant, vous êtes du Gers, je crois, oui, si je ne dis pas de bêtises, en partant du Gers comme ça, à un moment où vous êtes arrivé dans les Top Voice LinkedIn, sur les plateaux des plus grands médias. C'est quoi le secret? Non, mais la visibilité, l'audience, voire la notoriété, parce que le média grand public donne de la notoriété, et avec plutôt à mon niveau des bons côtés, parce que on ne peut pas dire que je sois harcelé, donc ça va. C'est pas une finalité. La finalité, c'est être heureux et libre de faire ce que je veux. Et précisément, l'audience est un instrument aujourd'hui que j'utilise comme un moyen de ma liberté. Quand vous avez 150 000 followers sur LinkedIn, ce qui, dans un monde professionnel, commence quand même à faire nombre, alors RTL n'est pas la première radio de France, mais ce n'est pas non plus une radio locale, faut pas déconner. Et M6 non plus, ce n'est pas une chaîne de télé locale. Donc quand vous avez quand même quelques millions d'oreilles qui vous accordent leur attention tous les jours, vous finissez par en acquérir une forme de liberté vis-à-vis de ceux dont vous parlez. C'est-à-dire aujourd'hui, si je me mets à la place d'une enseigne ou d'une marque, pourrait-elle se fâcher avec moi ou prendrait-elle un risque? Donc je ne le vois pas comme un moyen de puissance, de se dire plus personne ne peut se fâcher avec moi parce que ce serait très prétentieux, mais je le vois comme un moyen de liberté. Ça veut dire c'est ma protection. L'audience que j'ai, qu'elle soit professionnelle B2B avec mon blog, mes chaînes, mes films, mes machins, c'est une protection, et l'audience grand public aussi. On ne me fera pas sortir de l'idée que la liberté est quelque chose qui n'a pas d'équivalent en termes de valeur. Et après, chacun fait ce qu'il veut de la liberté. Il va la mettre dans des passions qui peuvent être professionnelles ou extra-professionnelles. Ça veut dire que quelqu'un qui a un travail qui est peu prenant en termes de nombre d'heures, mais qui grâce à ça a la liberté de s'épanouir, par exemple dans la pratique sportive, c'est super. Il a la liberté de ça grâce
au travail qu'il a choisi, trouvé, qui lui permet d'eux. C'est formidable. Moi, c'est pas pour faire du sport, c'est pour produire du contenu, faire des vidéos, faire des reportages, écrire des livres, donner des conférences parce que j'adore ça. C'est cette liberté que je me suis donnée et la notoriété, l'audience me la donne. En même temps, aller dans tous les magasins de France, ça a l'air quand même un peu sportif à sa manière. Et oui, mais quand c'est pas un effort, c'est pas une contrainte. C'est juste ça le truc. C'est passion rayon. Oui, arriver au moment... Alors ça, évidemment, on ne peut pas le deviner quand on a 20 ans. Et j'ai mis quand même 10-12 ans à le comprendre, à le théoriser et à le rendre en action. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui ne s'est pas frotté à tout un tas de situations de comprendre ce qu'il aime. Moi, j'ai eu un révélateur un jour. Je travaillais à M6 déjà, donc il y a 25 ans, après avoir... où j'ai fait un court passage, quelques mois. J'avais un joli poste, tout ça. Mais le jour où je me suis rendu compte qu'au moment où j'écrivais un mail, c'était le tout début du mail, il fallait que je réfléchisse à qui je n'oubliais pas dans les copistes. Parce que ça allait faire... Voilà, parce que ça allait faire un esclandre sur... Ah, je me suis dit, mais j'en devenais terrorisé. Et donc, l'énergie que je consacrais à me fondre dans une organisation à laquelle il fallait faire allégeance, parce que c'est comme ça, les organisations, elles sont faites pour plutôt formater les hommes que l'inverse, malgré tout, malgré ce qu'on dit. Le jour où j'ai compris que je bouffais une énergie de malade pour ça et qu'elle me rendait malheureux, j'en ai déduit de moi-même que je n'étais pas fait pour une carrière dans une entreprise avec un poste, et puis l'année d'après un poste plus élevé, puis l'année d'après encore plus élevé, puis un jour espérer être le numéro 1 de je sais pas quoi, que ça allait demander un niveau d'effort sur moi-même que de l'accepter, qui me rendrait malheureux. D'ailleurs, j'étais malheureux. J'étais irritable parce que j'étais malheureux. Il faut en tirer les conséquences. On n'est pas tous faits pour faire la même chose. Et donc, il ne faut pas se chercher des modèles dans des choses qui existent. Il faut écrire son propre modèle. Et après, essayer de s'en rapprocher le plus possible. Parce qu'au final, qui que soi-même se connaît mieux ? Parce qu'on sait à la fois ce qu'on est capable d'accepter, ce qu'on est capable de faire, le niveau d'effort que l'on veut, que l'on peut, voilà, le niveau d'exigence que l'on veut, y compris en termes de niveau de vie. Et ça, c'est chacun qui le sait et qui, une fois qu'il a bien compris tout ça, d'où le fait qu'il faille quand même quelques années pour se connaître et se comprendre, après il se dit « Ok, c'est bon, j'ai compris, c'est ça que je veux faire ». Ce profil plutôt atypique que vous avez décidé d'assumer, ça a aussi fait alors le mot n'est pas forcément le bon, mais votre fonds de commerce. Et est-ce que des fois, est-ce que vous avez surfé là-dessus pour créer votre marque personnelle ? Non, c'est à l'envers. Et évidemment, parce que je vous vois venir, mes tenues sont un élément très identitaire et identifiable. Que vous avez toujours des chemises à oui, fleurs. Mais c'est à fleurs ou à motifs. Ou à fruits, ou à ce que vous voulez. Mais c'est c'est un vrai jardin. Non, mais c'est là où il faut comprendre la psychologie derrière. Je ne m'habille pas, si on prend le cas des fringues, parce que ça pourrait être d'autres sujets, je ne m'habille pas comme je m'habille pour en faire un élément identifiable et nourrir un fonds de commerce. C'est parce qu'à la base, je suis comme ça. D'ailleurs, il suffit de regarder comment Mamie Dover s'habille, et vous avez à peu près compris, et quand certains la voient dans mes vidéos, vous vous rendrez compte qu'à 85 ans, être exubérante et doucement foldingue comme elle est, c'est quand même c'est qu'il y a quelque chose de génétique derrière. Mais donc, si j'assume cette, entre guillemets, exubérance, c'est pas pour cultiver une marque ou un fonds de commerce, c'est parce que plus les années passent, plus j'arrive à assumer ça en termes de liberté. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la liberté de venir à la radio. Alors, on va le décrire pour ceux qui évidemment, n'ont pas l'image, mais je mettrai des photos sur les réseaux sociaux. J'ai une chemise et une veste de la même couleur avec une cravate rose et je suis allé faire aujourd'hui de la télé, de la radio avec. Et si ce que je racontais n'était pas solide, sérieux et fiable, je serais un clown. Parce que j'ai l'air d'un clown en tant que tel. Sauf que si c'est sérieux, solide et fiable, vous avez la liberté de l'assumer, et donc vous l'assumez parce que c'est vous. Donc c'est pas pour en faire un fonds de commerce que je suis devenu entre guillemets ce personnage-là. C'est parce qu'à la base je suis comme ça
que j'ai chaque année qui passe la capacité de l'assumer encore plus fort parce que je me sens légitime pour. Bien sûr. Bon, maintenant qu'on a un peu mieux cerné qui vous êtes et votre parcours, j'aurais bien aimé profiter de vous avoir au micro pour décrypter les liens entre distributeurs, industriels, agriculteurs, pour essayer de comprendre. Donc, vous le savez, c'est un podcast d'agriculture. Donc, l'objectif, c'est de décrypter pourquoi aujourd'hui les agriculteurs ne sont pas rémunérés à leur juste valeur pour beaucoup. Ça m'intéressait de vous avoir au micro parce que d'un côté, vous êtes ingénieur en agriculture, on l'a dit, issu d'un milieu rural, expert en grande conso et en plus pas langue de bois. Donc, puisque j'ai déjà reçu Michel Biérot, Julien de Normandie, qui ne sont pas du genre langue de bois non plus, mais qui ont leur point de vue. Donc ce côté indépendant que vous avez... Et puis qui défendent malgré tout quelque chose. Exactement. Donc votre côté indépendant et sans langue de bois m'intéressait. Déjà, pour qu'on plante le décor, est-ce que vous pouvez présenter les principaux acteurs de la chaîne entre l'agriculteur et le consommateur ? Schématiquement, il y en a 3. Après, les chaînes peuvent être plus ou moins compliquées, mais il y a forcément à la base quelqu'un qui produit une matière première agricole. Il y a forcément un acteur qui la transforme de manière plus ou moins violente. La transformation, ça peut être dans l'absolu juste mettre des œufs dans une boîte. Là, c'est une transformation par le conditionnement et le calibrage. Et puis après, il y en a un qui le distribue, c'est-à-dire qui le met en marché au plus près de là où est le consommateur, ce qu'on appelle un distributeur. Alors ça peut être un grand, un petit, un moyen, un spécialisé, un généraliste, mais schématiquement, une chaîne à minima, c'est un producteur, un transformateur, parfois plusieurs. Quand on prend le cas des céréales, il y a celui qui fait la farine et puis après celui qui fait le biscuit. Ça en fait 2. C'est rarement le même. Bon, mais voilà, donc un producteur, un transformateur, un distributeur. Et in fine, un conso. L'année 2024 a été particulièrement difficile pour le monde agricole. Ils ont connu des crues successives, climatiques, sanitaires et de revenus. Pour vous, à qui la faute le fait que les agriculteurs soient mal rémunérés pour le travail qu'ils font, en tout cas pas à la juste mesure ? Alors, si c'était suffisamment simple pour qu'en une phrase, on dise qui est responsable d'eux, ça serait déjà réglé. Oui, parce que sinon, ou alors on serait dirigé que par des cons. Et quelle que soit sa couleur politique, j'ai du respect pour la fonction politique. Et globalement, on ne peut pas dire qu'on est dirigé par des cons. Voilà, je fais simple, un peu familier, mais c'est pour comprendre. Donc déjà, il faut accepter l'idée que le sujet, il est multifactoriel. Et par moment, comme j'ai le sentiment que dans l'agriculture, on n'accepte pas le côté multifactoriel et qu'on cherche un responsable, si on a une situation qui repose sur plein de responsabilités et qu'on fait tout pour n'en trouver qu'un, déjà on sait bien qu'on ne trouvera pas la solution. Chaque partie a une responsabilité. Je vais commencer volontairement par l'agriculteur. Déjà, il y a un gros mélange entre les prix et les revenus. On oublie trop dans l'agricole qu'un revenu, c'est une soustraction entre le prix auquel on a vendu et les coûts de production qu'on a subis, ou en tous les cas qu'on doit régler. Un revenu, c'est une soustraction entre prix et coût. C'est pas juste le prix. Or, quand je vois le débat public depuis 20, 30 ou 40 ans, il est basé quasi exclusivement sur le prix. Sous-entendu, si ce salaud de Leclerc, ou de Lidl, ou de Carrefour payait plus cher, ça irait mieux. Pas nécessairement les gars, parce que je vous rappelle qu'un revenu, c'est une soustraction entre un prix et des charges. Il faut évidemment regarder le prix, mais qu'il faut aussi regarder les charges. Et que quand on regarde l'un sans l'autre, on n'adresse que la moitié du problème. Comme on ne regarde que le prix, on ne regarde pas les charges. Et surtout, depuis là aussi une bonne vingtaine d'années, on n'a pas vu nos charges dériver par rapport à nos concurrents. Et que dans le même temps, comme on a ouvert nos marchés, et on parlera après de la responsabilité du politique, eh bien, on s'est dépositionné, on est moins compétitif. Voilà. Et donc, en fait, l'agriculture a cette responsabilité d'avoir mal posé le problème. On va prendre les uns après les autres, les 4 maillons, l'agriculteur, le transformateur, le distributeur et la puissance publique, le régulateur. Donc l'agriculteur, problème, une méconnaissance peut-être savamment entretenue de comment se construit le revenu. Après, du fait que on n'aide sans doute pas assez l'agriculture à se moderniser, à se développer, à générer des économies de coûts par l'augmentation de la taille. Voilà. Bon. Le deuxième maillon, c'est le transformateur. Le transformateur, il a comme responsabilité, c'est que lui, son intérêt économique, c'est d'acheter la matière le moins cher possible. C'est d'acheter son blé, son lait, ses canards, ce que vous voulez, le moins cher possible. Et pour
par son niveau d'inventivité, soit dans la technique de transformation, soit dans le marketing, de tenter de le vendre le plus cher possible. Puisque lui, son revenu, c'est l'écart entre les deux. C'est l'écart entre le prix auquel il vend et le prix auquel il l'achète. Et eux cherchent à abaisser le coût de leurs intrants. C'est totalement légitime et ils le font. Et donc, de fait, le rapport entre agriculteurs et transformateurs est un rapport d'intérêt divergent. Il ne faut pas faire semblant. Et moi, je suis frappé dans les revendications, notamment syndicales, c'est que ça ne soit pas assez vu qu'en réalité, le premier, entre guillemets, adversaire, au sens économique, ça ne veut pas dire qu'on se fout sur la gueule, mais c'est la transformation par principe. Ensuite arrive la distribution. La distribution, elle a une responsabilité et une contrainte. La responsabilité, c'est que c'est elle qui donne le là sur le niveau de prix final de la consommation. C'est-à-dire que, puisque eux, ils touchent le consommateur final. Et donc, ils ont la responsabilité de créer de la valeur ou d'en détruire ou d'inciter au prix le plus bas. Voilà. Mais dans le même temps, ils sont sous le joug des consommateurs qui, quand ils n'ont pas le prix, vont voir ailleurs. L'enseigne qui marche le mieux en France, c'est Leclerc. C'est la moins chère. Ça dit quelque chose de l'espèce de hiatus qu'il y a entre le citoyen et le consommateur. Et donc, en réalité, quand on accepte de le voir comme ça, on se rend compte que tous les acteurs sont à la fois alliés potentiels et ennemis potentiels. Et que toute la difficulté, ça va être de conjuguer ces intérêts qui sont divergents au mieux de l'intérêt global de la filière. Alors on va prendre un cas précis. On va remonter la chaîne en partant du distributeur. Demandons-nous un instant si l'intérêt de Carrefour, de Leclerc ou d'Auchan, c'est de vendre un poulet pas cher à 4 € le kilo ou un poulet label rouge à 8 € le kilo. Quel est l'intérêt du distributeur? Est-ce que c'est de vendre du poulet pas cher à 4 € le kilo ou un poulet label à 8 €? Ça ne fait pas un pli quand on pose la question comme ça. Bien sûr que l'intérêt de Carrefour, Leclerc et Auchan, c'est de vendre du poulet à 8 €. Parce que la consommation ne progressant plus en France, l'enjeu des distributeurs, c'est de vendre la calorie qu'ils vendent le mieux valorisée possible, parce qu'ils n'en vendront pas 2 fois plus. On ne va pas faire 8 repas par jour juste pour consommer davantage. Donc, une fois qu'on a compris ça, on se dit « Ah mais tiens, mais ça veut dire que le distributeur, en réalité, il est le meilleur allié de l'agriculteur. » Puisque son intérêt, c'est de vendre du poulet. Je pourrais prendre un autre exemple. Est-ce que l'intérêt du distributeur, c'est de vendre du lait premier prix ou du lait C'est qui le patron? C'est évidemment de vendre du lait C'est qui le patron. Qu'on raisonne en chiffre d'affaires ou en marge, et donc en masse de marge, l'intérêt du distributeur, c'est de vendre des produits bien valorisés. Donc il faut créer les conditions pour que toute la chaîne ait un intérêt à vendre des produits valorisés. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois, et là je vais être hyper cynique, voire machiavélique, il faut être à la fois capable d'exprimer toute la valeur d'un produit et tout le déshonneur d'un autre produit pour que l'écart entre les deux soit le plus important, et soit perçu suffisamment important pour justifier d'acheter le cher. D'où mon combat sur l'origine. Ça veut dire que quand, demain, dans un rayon, j'aurai face à moi, admettons, un plat cuisiné dans lequel il y a du poulet polonais à droite et du poulet français à gauche. Si je ne sais pas que le poulet polonais, il est polonais parce qu'on me le cache, ça ne va pas donner plus de valeur au poulet français en creux. Ça ne va pas l'aider. Alors que si je sais bien ce qu'est l'un et ce qu'est l'autre, je vais bien mesurer l'écart qu'il y a entre les deux et je vais peut-être, pour ceux qui le veulent et pour ceux qui le peuvent des consommateurs, les inciter à basculer du bon côté. Quand je me bats pour l'origine, ce n'est pas parce que je serai patriote au sens nauséabond du terme, c'est parce que je suis juste un cartésien. Et si on veut qu'en économie, on remette de la valeur dans une filière, c'est parce que le dernier maillon, celui qui est responsable de tout, il accepte d'ouvrir son portefeuille. Et l'origine, la transparence, peut permettre d'aider, en identifiant ce qui vient d'ailleurs, clairement, et pas de manière hypocrite, ça permet de mieux valoriser ce qui vient d'ici. Et alors, au niveau de la législation, aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque pour que l'État impose d'afficher clairement l'origine d'un produit? Parce qu'on ne peut pas, on est en Europe, et ça me fait aller sur la responsabilité du politique dans la difficulté, voire la misère agricole, c'est qu'on a, de manière très hypocrite, oublié en 30 ou 40 ans de dire la vérité aux agriculteurs français. L'élargissement de l'Europe, les accords de libre-échange se font pour des bonnes raisons politiques, mais se font à leur détriment. Et il faut le reconnaître en même temps où on le fait. Quand on a élargi l'Europe dans les années 80, on l'a fait pour des bonnes raisons géopolitiques.
la stabilité du continent. Et je suis un Européen convaincu, malgré ce que je vais dire après. Donc, on l'a fait pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il fallait stabiliser la Pologne, les pays de l'Est, parce que la Russie, le mur de Berlin, etc., etc. Donc c'était utile de stabiliser l'Europe. Donc de les faire rentrer dans l'Europe avec ce dogme de la libre circulation des biens et des marchandises, sans laquelle il n'y a pas de continent. Je veux dire, s'il n'y a pas de circulation libre, on fait semblant d'être une fédération, mais ça n'a pas de sens. Bon, donc c'était consubstantiel de l'élargissement d'avoir cette libre circulation des biens et des marchandises. Mais ça veut dire que, de fait, on mettait le paysan polonais en compétition avec le paysan français, sans les mêmes armes, que ce soit les normes, les réglementations et surtout les coûts de production et les salaires et le coût de revient. Donc en réalité, les produits qui sont élaborés dans ces pays-là, ils sont plus compétitifs que ceux qui sont élaborés chez nous, donc ils viennent prendre des parts de marché dans nos marchés intérieurs. Mais tout ça, on a oublié de l'avouer aux agriculteurs, parce qu'on leur expliquait que s'ils étaient malheureux, c'est parce que Leclerc, Auchan et les autres étaient méchants. Ah mais oui, mais on a mal posé le problème, encore une fois. Un problème mal posé n'est jamais bien résolu. On a eu le même cas de figure avec le bassin méditerranéen, les accords de libre-échange, que je comprends totalement avec le Maroc sur la tomate, par exemple, qui doivent être aujourd'hui à peu près 500 000 tonnes de tomates qui rentrent en Europe librement, c'est-à-dire sans droit de douane, et qui viennent concurrencer en termes de coûts les produits européens, mais donc français. Ils se font sur une bonne idée. C'est-à-dire qu'il faut aider le Maroc à se développer pour le stabiliser. Je comprends totalement la logique géopolitique, mais dans le même temps que l'on fait ça, il faut être capable d'aller voir des paysans, des maraîchers qui font des tomates et de leur dire, les gars, en fait, si ça va mal pour vous, c'est pas parce que Leclerc ou Carrefour achètent mal votre tomate, c'est parce qu'en fait, on a fait rentrer de la tomate marocaine et pas en petite quantité. Et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on l'a fait, et voilà pourquoi on a bien fait de le faire. Et en fait, et là, il y a une responsabilité syndicale de ne pas avoir vu ce sujet-là géopolitique. Ça ne veut pas dire que ça aurait été plus facile à vivre, mais ça veut dire qu'ils n'auraient pas perdu du temps sur des luttes où malheureusement il n'y avait rien à en tirer. Et donc là, c'est la responsabilité du régulateur, la puissance publique, qui est phénoménale. Les accords de libre-échange, on a le Mercosur en ce moment depuis quelques années, pour encore probablement dans quelques temps, c'est une nouvelle illustration de ça. C'est veut-on sacrifier une part de notre agriculture pour en aider une autre? Parce qu'il y a des filières qui vont bénéficier du Mercosur, mais d'autres qui n'en bénéficieront pas. Mais il faut être capable de leur dire, en les regardant droit dans les yeux. Ces accords du Mercosur aussi, et cette vision européenne, ça montre aussi l'impuissance de l'État français, parce qu'en fait, en termes d'agriculture et d'agroalimentaire, aujourd'hui, les décisions ne se prennent pas à l'étage de la France. On l'a vu, ils se sont fermement opposés au Mercosur, et ça n'a pas empêché que ça va... Ça ne montre pas l'impuissance de l'État français, ça montre son hypocrisie, ce qui n'est pas pareil à mes yeux, c'est plus grave, parce que vous pouvez être impuissant et le subir, voilà, ça arrive. D'ailleurs, vous ferez toutes les analogies que vous voulez, ça marche pareil. Et puis, il y a une autre chose qui est d'être hypocrite. L'État français, depuis 30 ans, est hypocrite. Et les ministres de l'Agriculture, le matin à Bruxelles, ils négocient avec leurs homologues et ils font des concessions. Et le soir, sur les plateaux de télé, dans le JT de TF1, ils viennent raconter que ça serait quand même mieux que Leclerc, Carrefour, Auchan, Sodexo, Elior pour la restauration soit plus sympa avec les paysans, parce que ça irait mieux pour la ferme France. En réalité, ils ont troqué à Bruxelles des compromis, dont la ferme France était... Oui, bien sûr, dont la ferme France était l'une des parties prenantes, mais négative. Et là, il y a une hypocrisie terrible. Et pour le coup, il n'y a pas un ministre de l'Agriculture qui a été faire dans la façon de présenter le problème agricole français. Parce qu'en réalité, il aurait dû s'auto-désigner comme responsable. Comme en général, on n'est pas très bon pour ça, on préfère désigner d'autres coupables. Et comme il y en a qui sont évidents, parce que quand vous dites bah oui, si Leclerc achetait plus cher, le paysan serait plus heureux. Effectivement, quand vous raisonnez pas trop, vous dites bah oui, c'est vrai. Mais moi, on va faire preuve d'un peu d'ambition. Ça veut donc dire que Monoprix, qui est 30% plus cher que Leclerc, fait mieux vivre les paysans, qu'il achète mieux. Ben non. Donc vous voyez l'automaticité que certains font par facilité d'esprit entre le prix bas dans le rayon et le prix bas dans la cour de ferme, c'est une facilité d'esprit. Pour finir sur le volet politique, est-ce que l'agriculture souffre d'un manque de courage et un manque de vision politique ? Courage, non, ça serait faire insulte aux agriculteurs que de dire qu'il manque de courage. Je parle de la classe politique, un manque de courage de la part de la classe politique et de vision de la part de la classe politique. La classe politique, effectivement, manque de courage pour dire à l'agriculture qu'une partie des difficultés dans lesquelles on est
est la conséquence d'une vision qui les dépasse aux agriculteurs, qui est la stabilité du monde. Et que, oui, il a fallu faire rentrer des pays d'Europe dans l'Union parce que c'était une façon de les stabiliser, que c'était bien pour tout le monde. Il n'y a pas eu ce courage de le dire, de même qu'aujourd'hui, il n'y a pas le courage politique de dire que Martine à la ferme n'existe pas et qu'elle devrait plus exister même dans les consciences, et que bien sûr qu'il faut des exploitations, pas toutes, mais qu'il faut laisser ceux qui peuvent se développer le faire. Est-ce que c'est 300, 500 ou 1000 vaches? J'en sais fichtre rien, ça dépend évidemment des localisations et des circonstances, mais que évidemment il faut que l'agriculture se développe par la taille des outils, parce que c'est la taille des outils qui fera baisser les coûts, et c'est baisser les coûts qui fera accroître le revenu si on accepte le point de départ de la réflexion, qui est de dire que le revenu, c'est la soustraction entre des prix et des charges. Et que si on joue sur les deux, on a plus de chances de faire quelque chose. Donc il faut jouer bien sûr sur les prix, c'est la création de valeur, c'est la négo, c'est le regroupement de l'offre. Et il faut jouer sur les charges, c'est permettre à la Ferme France de se moderniser. Le jour où je vais voir un ministre de l'Agriculture qui va monter sur un tonneau et qui va aller défier des pseudo-écolos qui, au nom d'une protection de je sais pas quel truc, disent non, mais là, on peut pas mettre une ferme de plus de 3 poules et de 4 cochons. Je sais que je caricature en disant ça, mais c'est juste pour choquer 2-3 esprits sur le sujet. La taille n'est pas l'ennemi de l'environnement, les gars. C'est des Parisiens en pull troué qui n'ont jamais mis un pied à la ferme qui vont expliquer qu'une ferme de 500 vaches, elle est plus négative pour l'environnement que 5 fermes de 100 vaches ou 20 fermes de 50 vaches, etc., etc. Alors qu'en réalité, plus la taille de l'exploitation est importante, on n'est pas à 15 000 têtes comme en Amérique du Sud, plus la taille de l'exploitation est importante, plus ça va être facile de gérer les effluents, les externalités négatives, et qu'on va peut-être même pouvoir être dans une forme de circularité locale. Arrêtez de parler d'un sujet que vous ne maîtrisez pas. Le nombre de couillons qui parlent d'agriculture sur les plateaux télé, qui n'ont jamais mis des bottes, à part pour aller jardiner en agroécologie. Non, les gars, moi, ce volet-là, ce mariage qui est loupé aujourd'hui entre l'agriculture et la société, il m'exaspère. Ça doit s'entendre. Ça m'énerve au plus haut point. La projection dans l'esprit du citoyen de l'agriculture soit tellement éloignée de ce que l'agriculture devrait être pour être résiliente et demain toujours là. Parce que Martine à la ferme, ça fera vivre sans doute quelques paysans, mais le gros de ce qu'on mettra dans nos assiettes viendra d'ailleurs. On en revient à ce que vous disiez avant, quand vous m'avez retoqué, mais il y a une forme de paresse intellectuelle ici aussi. Il y a une bien-pensance. Oui. C'est facile de penser ça et de dire ça. Et malheureusement, comme vous dites, les Parisiens, c'est eux qui gouvernent et c'est eux qui décident presque à la fin. Oui, quand je dis les Parisiens, je suis un peu caricatural, je le sais. Tout le monde l'a compris, je mais pense. C'est plus subtil que ça. L'agriculture mérite mieux que les raccourcis intellectuels dont elle est victime trop régulièrement au moment de donner des grandes orientations. Bien sûr qu'il faut que l'agriculture ait des structures d'entreprise plus importantes pour diminuer les charges, pour créer de la richesse, pour installer des jeunes qui vivent mieux. Moi, je comprends honnêtement. Un jeune auquel on propose comme vie de la traite 7 jours sur 7, sauf, allez, soyons fous, 15 jours de vacances par an et un week-end de manière très très exceptionnelle parce qu'il est de mariage ou de communion, tout ça pour un SMIC ou un SMIC et demi. Allez, même soyons fous, 2 SMIC. Non, mais il faut être amoureux de ses vaches pour faire ça. C'est sûr. Il y a plein de points que j'aimerais creuser. J'aimerais revenir sur le fait que vous nous avez expliqué que tous les acteurs avaient un intérêt à sortir de la valeur et de s'associer pour créer des filières à haute valeur ajoutée. Donc ça, très bien. Mais alors pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne pas? Et même si j'ai bien compris qu'il ne fallait pas opposer distributeurs, industriels, agriculteurs, c'est quand même l'impression que ça donne de l'extérieur quand on est novice. Mais parce que le dernier maillon n'a pas compris l'intérêt qu'il y a à donner plus de valeur à l'alimentation qu'il achète. Le consommateur. Mais bien sûr, si in fine, il n'y avait qu'un seul responsable, un seul, c'est encore plus réducteur que tout ce que je raconte, mais ça serait le consommateur. C'est lui qui, par ses achats, détermine par capillarité remontante jusqu'où ça va et dans quelle proportion. Si le consommateur, il se satisfait d'acheter des raviolis où il n'y a plus de bœuf, mais de la dinde et du porc parce que ça coûte moins cher, et dont une partie est faite avec de la VSM, de la viande séparée mécaniquement. C'est normal que ça ne fasse pas vivre grand monde dans la filière si le consommateur il se satisfait de ça. C'est pour ça que dans mes combats,
là aussi depuis des années, il y a l'éducation à l'alimentation, et notamment le rêve que j'ai depuis longtemps, sur lequel je bataille, j'en ai parlé, ça m'est arrivé à plusieurs grandes structures, des ministres et tout ce que vous voulez, mais c'est inscrire l'éducation à l'alimentation dans le programme scolaire. Il n'y a plus de transmission intrafamiliale, il faut l'acter, c'est comme ça. Il y a un lien qui se délite entre l'agriculture et le citoyen, notamment parce que l'urbanisation a fait que géographiquement on s'est éloigné. Il faut acter le fait que tout ça fait que la culture alimentaire, elle s'est diluée en 1 à 2 générations. Je rappelle quand même que l'école a été créée, l'école de la République, au nom d'une idée assez bête, qui est de dire « je veux que tout le monde ait la même information, partout où qu'il soit, quelle que soit sa condition ». Aujourd'hui, en matière alimentaire, ce n'est pas le cas. Il y a une inégalité de la connaissance sur les sujets d'alimentation, suivant la condition, le lieu, la géographie. Et pourtant, le lien entre alimentation et vie me semble pas être trop difficile à faire, ou alors on a loupé tous les cours de biologie à l'école. Donc l'alimentaire, c'est un sujet de santé publique. On l'a vu pendant le Covid, où l'alimentaire était redevenu tout d'un coup le sujet numéro 1. Ah oui, parce que quand on ne peut pas bouffer, on commence à s'inquiéter. Bah oui, tant mieux, ça c'est une bonne nouvelle pour la bouffe. Si on inscrivait l'éducation à l'alimentation dans le programme scolaire, on arriverait, mais c'est du temps très très long, c'est 1 génération, 2 générations, il faudra bien commencer à le faire pour recréer ce lien et faire en sorte que le conso, il finisse par comprendre que, en fait, l'image elle est éculée, mais c'est la même chose, il vaut mieux manger en termes de qualité, que d'avoir l'iPhone 18, 19 qui est en plus toujours pas sorti. Donc c'est pas la peine. Voilà, parce que la bouffe, c'est la vie. Le jour où on va mettre dans la tête des gens que la bouffe, c'est la vie, eh ben, on aura fait un grand pas. Et donc ça, il n'y a que l'éducation. Et donc moi, je rêve d'inscrire l'éducation à l'alimentation dans ces différentes composantes, c'est-à-dire en gros, savoir produire, savoir choisir quand on est consommateur, savoir mettre en œuvre, c'est-à-dire cuisiner, manger, s'alimenter. Ça, je rêve de ça dans le programme scolaire de la petite école jusqu'à la 3e, sanctionné au moment du brevet des collèges par une épreuve alimentaire, comme il y a une épreuve de français, d'histoire, de géographie, de mathématiques, etc., parce que c'est un savoir fondamental. Savoir manger, savoir s'alimenter, c'est un savoir fondamental et qui doit être le même partout et pour tous. Où que je sois, je dois savoir ça, de la même manière que les mathématiques, où que vous soyez à Sarcelles ou à Versailles, 1 + 1 fera toujours 2. M'engueulez pas quand je vais dire ça. Mais alors du coup, pour vous, parce qu'il y a toujours la question de l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est au consommateur de changer ses habitudes d'achat ou est-ce que c'est à l'agroalimentaire qui a aussi habitué qui me donne l'impression, parce que j'ai peur de me faire gronder maintenant, mais qui me donne l'impression d'avoir habitué le consommateur à payer le prix le plus bas possible et qui s'est lancé dans une guerre des prix quasiment déraisonnable. Est-ce que non, c'est pas déraisonnable. Si la demande est celle-là et qu'il y a des moyens de la satisfaire, ça s'appelle de la macroéconomie. On peut discuter de l'économie, mais elle s'impose à nous. S'il y a une demande pour un niveau de gamme, en l'occurrence bas, s'il y a une capacité à le satisfaire, parce que par la chimie alimentaire, on va l'appeler comme ça, on est désormais capable. Il y a 30 ans, 40 ans, la viande séparée mécaniquement, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on est capable d'aller racler la viande sur les carcasses pour récupérer cette espèce de pâte. C'est de la protéine en tant que telle. C'est parce qu'on est capable de faire ça qu'on est capable de baisser les coûts. Le jour où on a été capable de craquer de l'amidon de maïs pour faire du sirop de glucose fructose, qui coûte moins cher à produire que le sucre, on a pu remplacer dans des confitures premier prix, des sirops premier prix, le sucre, le saccharose, par du sirop de glucose fructose. C'est parce qu'on le pouvait qu'on l'a fait. Et donc il faut remettre dans la tête de celui qui décide de sa demande que, non mais tu as vu, quand j'achète un biscuit premier prix, c'est du sirop de glucose fructose et c'est pas bon pour ma santé. Ah oui, tu as raison, il vaudrait mieux acheter du sucre. C'est par la demande qu'on va modifier ça. Alors sinon, il y a une autre solution. Moi, je dis pas que je suis contre, mais c'est risqué. L'autoritarisme bien éclairé. Ça veut dire, il y a un mec, voilà, à la tête de tout, qui dit, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. La dictature, je caricature, bien sûr, vous avez bien compris, je suis dans le cynisme assumé. S'il y a un autoritarisme éclairé et suprême qui dit, désormais, les produits alimentaires, ils sont faits comme ça. Il n'y a plus ça dedans, il n'y a plus ça et il n'y a plus ça. Mais ça, voilà, d'abord, je ne le souhaite pas, bien évidemment, mais c'est par la demande qu'on peut modifier l'offre. Parce que on est dans une économie libérale. Mais du coup, est-ce qu'on y arrivera? Parce que, comme vous l'avez dit, ça dépend de l'éducation des consommateurs, ça va prendre 3 générations. Du coup, quoi, en attendant? C'est bien pour ça qu'il faut mener de front plein de combats. Et j'en reviens au point de départ. Comme le problème est multifactoriel, la solution est plurielle. Et arrêtons de ne voir qu'un levier à chaque fois. Je n'ai aucune ambition politique,
Mais si demain, dans un rêve fou, j'étais ministre de l'Agriculture... Ça serait le moment. Non, mais j'ai surtout pas... C'est évidemment pas une façon en creux de dire quoi que ce soit. Mais je rêverais d'un mec qui soit capable de faire comprendre déjà le nombre de leviers différents qu'il faut activer en même temps et d'accepter qu'il faut le faire en même temps et pas l'un parce qu'il est plus facile que l'autre. Donc évidemment, le long terme, c'est l'éducation et l'alimentation. Les sujets d'origine, c'est des sujets de court terme. Si demain, je suis capable, parce que je réunis tous les industriels sans aucune contrainte, parce que je n'ai pas la capacité légale, mais par influence, de dire, c'est ce que je fais moi à titre personnel, donc Olivier Dauvert, pour le coup, de dire, bon les gars, là, je vous pointe pour que vous mettiez l'origine de vos produits, c'est une façon de donner l'info au consommateur pour que celui qui le veut et le peut puisse modifier ses actes d'achat. Après, vous pouvez très bien imaginer aussi des espèces de codes des usages qui sont un peu plus ambitieux, mis en œuvre entre eux par les professionnels. Si demain on décidait qu'on ne met plus de sirop de glucose fructose dans la biscuiterie, parce que tous les biscuitiers se sont mis d'accord en disant, bon les gars, on a bien compris, on ne fait plus ça. Mais il faut arriver à les mettre d'accord. Mais il faut le faire en acceptant l'idée que ce n'est pas un seul levier, il n'y a pas une baguette magique, il y a plein de petites baguettes qu'il faut activer en même temps, certaines en acceptant l'idée que le temps de retour soit long et lent, mais ce n'est pas grave, et d'autres que ça peut être plus rapide. Mais en tous les cas, il faut arrêter de faire croire à la simplicité dans la solution. Une loi, Egalim, pouvait pas solutionner tous les problèmes comme ça, c'est pas possible. Et comme certains y ont cru, et que ça ne peut pas produire cet effet, ils en sont encore plus déçus. Parce que quand on promet quelque chose qui ne peut pas être tenu, si on le promet, c'est que certains l'ont cru ou étaient capables de le croire. Mais comme ça, on ne le tiendra pas, ils seront encore plus déçus. Et donc ça créera encore plus de crises. Pour nos auditeurs, la loi Egalim, c'est une loi dont un des volets était de sanctuariser le revenu agricole et un peu d'intervenir finalement pour essayer de faire en sorte qu'il soit payé au juste prix. Et justement, est-ce que c'est le rôle de l'État de s'immiscer dans ces négociations privées, finalement commerciales ? Alors, c'est le rôle de l'État de donner un cadre et des régulations et des directions. S'il est capable qu'elles soient respectées et qu'il n'y ait pas d'effet de bord, pourquoi pas ? Mais là, les effets de bord, ils étaient visibles dès le jour où la loi a été écrite. Donc, je ne suis pas un procureur après coup d'Egalim, parce que je trouve que le simple fait d'avoir dit il faut sanctuariser le prix des matières premières agricoles a fait rentrer dans les consciences l'idée qu'on ne peut pas faire sans fin de l'agriculture une variable d'ajustement. Donc au moins pour la culture, c'était déjà utile. Donc je ne suis pas un procureur d'Egalim par principe, d'abord parce que j'apprécie beaucoup Jean-Baptiste Moreau qui a été le rapporteur et que s'il y a bien un mec qui réfléchit... Oui, voilà, et s'il y a un mec qui réfléchit de manière un peu posée, alors je ne dis pas qu'il n'a pas une vision avec un peu partisane, mais très bien, sauf qu'on peut discuter avec un mec comme ça. Il y en a une palanquée avec lesquelles on ne peut pas discuter. Voilà. Et donc, je ne suis pas un procureur d'Egalim, je suis juste réaliste à dire de toute façon, on a mis trop d'espoir dedans, ce qui n'est pas pareil. L'État a voulu intervenir parce que distributeurs et industriels ont du mal à se... Enfin, Julien de Normandie parlait de jeu de dupes, ils ont l'air de se renvoyer la balle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ? Pourquoi l'un et l'autre n'arrivent pas à se mettre d'accord pour payer l'agriculteur au juste prix ? Qu'est-ce qui se passe dans les négociations entre les deux ? Parce que l'agriculteur, il n'a pas un droit, je vais me faire haïr là, il n'a pas un droit à un revenu que quelqu'un d'autre que lui va décider. Là, le simple fait de poser la question comme ça, c'est de se mettre dans l'idée que l'agriculteur, il a un dû. Comme un plombier aurait droit à un salaire, un carreleur aurait droit à un salaire. Non, c'est par le travail, la valeur de son travail, de son produit, qu'il va, parce qu'il est plus malin que les autres, parce qu'il consolide son offre, parce qu'il négocie bien, j'en sais rien, qui va, ou parce qu'il a des charges aussi plus basses et qu'il les travaille. Voilà, c'est comme ça qu'il va construire son revenu. Oui, sauf que là, il y a quand même le travail est lié. La valeur du travail est liée forcément parce que c'est notre alimentation. Ils sont plus que 1,5% de la population active à nous nourrir. Et sauf que la valeur monétaire financière derrière ne vient pas. Mais je ne peux pas être suspect, je pense, d'en avoir après la Ferme France. Mais dans ces cas-là, si on va au bout de ça, on en fait des fonctionnaires. Si on considère qu'ils ont un droit à, on en fait des fonctionnaires. Moi, je pense que c'est pas la voie. Je veux en faire des chefs d'entreprise qui gagnent leur vie parce que le revenu étant la conséquence d'une différence entre le prix auquel ils vendent et la charge, elle leur permet de vivre. Et donc, il faut qu'ils travaillent les deux.
Et donc, pas uniquement attendre qu'on leur donne l'aumône. Ça n'existe pas, ça s'appelle la charité. D'un point de vue extérieur, quand même, à chaque fois que des distributeurs ou des industriels passent sur des plateaux télé, ils donnent le sentiment de se taper les uns sur les autres en expliquant, en gros, les distributeurs, ils disent, moi, j'aimerais bien payer l'agriculteur à son juste prix, mais je suis pas sûr que l'industriel lui reverse. Et l'industriel dit, moi, j'aimerais bien, mais le distributeur me reverse pas. C'est un peu le discours qui est plus ou moins tenu. Ou alors, c'est bien pour ça que moi, je suis un partisan de quelque chose qui est en train d'arriver. C'est qu'on ne négocie entre industriels et distributeurs, entre Lactalis et Carrefour, ou entre Danone et Leclerc, qu'une fois qu'on a négocié avec son producteur de matières premières. Déjà, ça va éviter cette espèce de jeu de dupes où on tente de faire porter à l'autre la responsabilité de la misère agricole. Donc en gros, Lactalis, il négocie avec ses OP, Danone, il négocie avec ses OP, ils ont un prix qu'ils communiquent aux distributeurs et on négocie dessus. C'est ce qu'a fait Thierry Cotillard récemment avec Lactalis. C'est bien pour ça que je dis, parce que c'est une proposition qui émerge en ce moment dans le débat. Moi, je la soutiens et je l'appelle de mes voeux sans aucun problème. Oui, quand on parlait de Thierry Cotillard, c'est le PDG de Intermarché, donc qui a imposé à Lactalis de se mettre d'accord d'abord sur le prix de l'indemnité de la rémunération du lait avant de passer aux négociations commerciales. Et justement, ça m'amène aux négociations commerciales aussi, annuelles. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer comment ça fonctionne? Parce que c'est quand même très atypique, j'ai l'impression, comme mode de fonctionnement. Et pourquoi ça a été conçu ainsi? Alors, les négociations commerciales en France sont les plus encadrées de ce que l'on peut voir dans des pays similaires. Parce qu'on avait un niveau qu'on va qualifier de Far West entre les industriels et les distributeurs. On négociait beaucoup, tout le temps, sur n'importe quoi. Voilà, il y avait besoin de réguler. Et la régulation, elle est arrivée, moi ça fait 34 ans que je suis dans ce métier, ça fait pas 34 ans, mais 25 ans que je vois de la régulation successive. Alors ça s'appelait loi Galland, loi LME, et puis ensuite ça s'appelait loi Dutreil, et puis on a eu Egalim 1, 2, 3, enfin bon voilà, donc ça fait... Il n'y a rien de nouveau au fait qu'il y ait de la loi. L'état de l'art en ce moment, c'est que la loi oblige à une période de négociation qui se termine fin février. On est obligé d'avoir signé des contrats fin février. Et ça crée deux choses, une positive, une négative. La chose négative, c'est que ça dramatise le sujet parce que en fait, c'est du théâtre chaque année. Comme il y a un moment de fin, il y a du bluff, j'attends. Et puis comme il faut finir quand même, tu vas te déculotter avant les autres. Voilà, donc c'est un grand théâtre. C'est le grand bluff. Ça a une vertu quand même, et sur laquelle moi j'alerte toujours, c'est qu'il y a au moins une date de fin. Parce que connaissant les acteurs, il y aurait de la négo permanente. Et notamment pour les hommes et les femmes, dont je connais certains qui négocient avec les distributeurs ou des acheteurs de la distribution qui négocient avec des fournisseurs, le niveau de tension est incroyable, est extraordinaire. Et vivre ça 12 mois sur 12, parce qu'on aurait droit de négocier tout le temps, me paraît au-delà des forces humaines. Et j'entends les appels à arrêter avec une date butoir, notamment portée par Dominique Schelcher de U, et j'entends totalement ces arguments, que ça dépassionnerait, que ça enlèverait le côté théâtre. Moi, je vois le mauvais côté, c'est que ça ferait de la négociation 12 mois sur 12, et le jour où on a des gens qui vont se tirer une balle parce qu'ils ne supportent plus cette pression-là, je force un peu le trait, mais il faut le voir de près pour le comprendre, ce niveau de tension dans les négos. Et au moins, quand vous êtes en février, que c'est la galère, que vous êtes dans le dur, que vous n'en pouvez plus, du rapport de force, de la soumission, du côté psychologique violent qu'il y a dans les négos, vous dites, allez, encore 15 jours et c'est fini. C'est beau de voir qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Ça vous permet d'accepter le principe du tunnel. Quand vous avez un tunnel sans lumière, waouh! On parle beaucoup de communication, de théâtre, d'idées simplistes. Est-ce que finalement, c'est pas toute cette communication à outrance, des fois aussi, qui freine le fait que les acteurs arrivent tous à travailler main dans la main pour être constructifs? Si, mais parce que du coup, c'est un jeu. Alors, et puis ensuite, parce qu'on est latin, la négo, c'est quelque chose. La négociation dans les pays saxons, anglo-saxons, c'est des négociations qui sont plus froides, rationnelles, cartésiennes. Nous, on est un pays de latin, on est un pays où on se fout sur la gueule quand on négocie. Je force à peine le trait, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que ceux qui envisagent et qui
et qui appellent de leur vœu une négociation à l'anglaise ou à l'américaine, ils rêvent un peu quand même. Il y aura toujours une part de négo façon Maquignon, parce qu'on est foutu comme ça. Et puis après, je pense qu'on a une partie de l'explication qui réside dans la nature des intervenants. On a plus de 50% du marché qui est aux mains de coopératives d'indépendants, des Leclerc, des U et des Intermarchés, où les adhérents de ces coopératives assument une partie de la négo pour le compte du groupe, qui veulent montrer au groupe qu'ils sont les meilleurs et qu'ils sont encore plus durs et que probablement que la dureté des négos prend sa source de là pour une part. Et quand vous avez la moitié du marché qui est aux mains des indépendants, ils donnent le là. Est-ce que le fait qu'on dise que le prix est construit à l'envers, c'est-à-dire qu'on regarde que le consommateur est pris à payer, par exemple, pour 1 litre de lait, ensuite chaque acteur se répartit la marge et après il reste ce qui reste pour l'agriculteur, ça c'est quelque chose que vous constatez, qui est véridique, ce fonctionnement à l'envers, ou est-ce que là aussi vous trouvez que l'idée elle est trop simpliste et que c'est pas le cas? Ah non, elle n'est pas construite à l'envers, on regarde à quel prix on peut avoir un produit sur un marché, Leclerc, Carrefour, Auchan ou la restauration hors domicile, elle regarde à quel prix elle peut avoir du filet de poulet pas cher. Elle va voir qu'en France, elle a n'importe quoi, 8 euros. En Pologne, 5. Elle va se dire qu'il faut l'acheter en Pologne et pas en France. Et puis après, si elle veut l'avoir quand même en France, elle va retourner voir les acteurs français en disant « Bon, en Pologne c'est à 5, allez, vous me le faites à 7 et c'est bon ». Donc on en revient plus au problème de la concurrence. De la compétitivité. Le problème, mais c'est pour ça on n'a pas assez posé le sujet de la ferme France à l'aune de sa compétitivité. C'est un mot grossier, la compétitivité, souvent. Moi, quand je le sors dans des instances agricoles, on me regarde, on dit en gros, tu dis qu'on fait mal notre travail, qu'on ne sait pas produire. Je ne dis pas ça, je dis juste qu'il y en a qui produisent moins cher que vous. Après, chacun en déduit ce qu'il veut sur les contraintes qui pèsent sur les uns et sur les autres, parce qu'effectivement, quand vous avez moins de contraintes qui pèsent sur vous, c'est plus facile d'être compétitif. Quand vous avez le droit d'utiliser des phytos que certains n'ont pas le droit d'utiliser, mais au sein même de l'Europe, vous avez des distorsions dans les conditions de production, sociales, fiscales, environnementales. On ne parle pas du Mercosur, là. Très bien. Et pour finir, j'ai quand même le sentiment que les lignes de la communication, en tout cas toujours, sont en train de bouger. Donc Michel Biérot a été un des premiers à se positionner en défense du monde agricole. Là, on a Thierry Cotillard d'Intermarché qui a beaucoup suivi avec des annonces fortes en arrivant récemment sur LinkedIn en disant qu'il ne commercialiserait pas de viande du Mercosur, avec les histoires de Lactalis dont on a parlé, qui commercialiserait plus de fraises et de cerises en décembre et en janvier. On a Dominique Schelcher aussi des coopératives U qui a fait de la transparence sur le prix de son caddie, etc., pour expliquer ce qu'il gagne. Est-ce qu'on n'est que sur de la communication là-dessus ou est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle et que vous sentez que les filières, la filière dans son ensemble commence à se soucier de se dire en fait il n'y a plus d'agriculteurs en France, on va commencer à avoir un souci ou pas? Oui. Alors, je vais répondre oui à toutes les questions. Oui, c'est de la com pour une part. Bien sûr que c'est de la com pour une part. Parce que si ça ne l'était pas, ils le feraient tous ensemble. Et là, quand on le voit qu'ils le font chacun séparément, c'est pour en tirer un bénéfice d'image. Mais c'est pas grave. S'ils le font et que ça a des vertus, que ça soit pour une logique de com pour partie, tant mieux. Est-ce qu'ils ont pris conscience que la situation est grave? Oui aussi. Tout le monde a vu, notamment au moment du Covid, que le sujet de l'approvisionnement n'était pas un petit sujet. Comme la situation de la ferme France, elle s'est plutôt détériorée depuis. Comme on voit bien qu'il y a des filières désormais sur lesquelles on est en totale dépendance des importations, tout ça, les mecs, ils le voient, les distributeurs le voient. Mais après, ils voient aussi qu'ils sont visés alors qu'ils ne sont pas les seuls responsables. Et donc, ça leur donne envie de dire, regardez ce qu'on fait, regardez, on va prendre des positions. Moi, je suis frappé que la restauration ne soit jamais ciblée, notamment par les revendications agricoles. La restauration collective. Bien sûr, la restauration collective, c'est la porte ouverte à toutes les importations. Ils me font marrer tous ceux qui vont envahir des magasins ou des parkings. Je comprends que ça soit utile pour fédérer les troupes syndicales, pour créer de la cohésion. Ok, pas de problème. Mais rappelez-moi la dernière fois qu'on a vu des agriculteurs envahir une cantine, Elior, Sodexo ou je ne sais pas quoi. Je n'invite pas à ce qu'ils le fassent. Je vous demande juste pourquoi ils ne le font pas. Et alors pourquoi la restauration collective passe complètement sous le manteau? Mais non, mais parce qu'en termes de symbole, c'est de la com, mais agricole. En termes de symbole, aller envahir un hypermarché Leclerc, ça a plus de gueule, c'est très facile à faire comprendre, même si c'est faux. Parce qu'en réalité, le point de départ, sur une tas de filières, la volaille, c'est caricatural. Si la restauration
arrêter ou diminuer ces importations de volailles, la filière volaille française irait quand même sacrément mieux. C'est le problème de Carrefour ou de Leclerc ou d'Auchan? Non. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée d'afficher l'origine des produits qu'ils utilisent. Alors, on en est quand même bien loin pour le coup en restauration collective. Bien sûr, mais c'est pour ça que on peut m'accuser de tout un tas de choses, mais pas d'incohérence. La mère des batailles, c'est l'origine. Parce qu'à partir du moment où on dit au consommateur ce qu'il achète ou ce qu'il avale, dans le cas de la restauration, on va modifier son choix ou le choix de certains pour une partie de leurs occasions de consommation. Pas de tous partout, c'est pas ça le sujet, mais au moins un peu. Et donc, en restauration, oui, il y a l'obligation d'afficher l'origine. C'est parfois écrit en caractère 2 sur la porte des toilettes que personne ne voit. Donc, autant vous dire que ça n'y soit pas. Moi, je milite pour un truc tout con. C'est sur les plats de viande des restaurants, l'origine, elle est affichée en aussi gros que le libellé du plat. Voilà, sujet suivant. Quand je vais voir marqué filet de poulet à la Provençale, origine Pologne, 20 €, il y a une partie des consommateurs qui vont dire « Ah ben non, ça le fait pas ». Bon Olivier, on va passer à nos questions de fin. La première, c'est est-ce que vous auriez un truc pour nous pour étaler notre science au prochain repas entre amis quand il y aura, c'est pas très compliqué, mais des produits de la grande distrib ou de la grande conso sur la table. Allez, je vais vous en donner 2. Vous tenterez de leur faire deviner pourquoi Auchan s'appelle Auchan. Parce que le lieu-dit où a ouvert le premier magasin s'appelait, ça a un lien avec l'agriculture, c'est pour ça que je me permets, les Hauts-Champs, H-A-U-T-S, plus loin champ comme un champ agricole. Okay. Et donc comme le lieu-dit s'appelait les Hauts-Champs, c'est devenu le supermarché des Hauts-Champs. Et par contraction très très rapide à l'époque, on doit être en 1961 si ma mémoire est bonne, eh bien c'est devenu Auchan. Donc ça c'est une première façon de briller avec un lien avec l'agriculture. Et puis aussi une deuxième façon, c'est quand ils achètent un produit dans lequel il y a de la viande, que ce soit un plat cuisiné, du foie gras, du pâté, que sais-je encore, eh bien il y a toujours, parce que c'est une obligation, ce qu'on appelle l'estampille vétérinaire, qui est une espèce d'ovale dans lequel il y a en général à minima 5 chiffres, 2 premiers chiffres qui ressemblent à un département et les 3 suivants qui ressemblent à un code postal en fait. Et alors on se dit souvent, tiens, c'est par exemple 31 555. Donc on dit, tiens, c'est la Haute-Garonne, ce qui est vrai. Et 555, c'est le code INSEE de Toulouse, dans la Haute-Garonne. Okay. Et donc ça veut dire que quand sur un produit, vous voyez 31 555, c'est qu'il est fabriqué à Toulouse. Ou alors quand, par exemple, vous avez un foie gras, ça doit être, je dis de mémoire, 40.281, c'est Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes. J'habite à 100 mètres de Delpera. C'est là où il y a Delpera. Quand il y a marqué 40.261, c'est Saint-Jour-de-Marraine. Et c'est là où il y a la Berry. Et en fait, on peut savoir qui fabrique un produit, je pense, notamment en marque de distributeur, si on sait lire ce fameux code INSEE. Et ce n'est pas difficile, vous tapez le numéro que vous voyez sur le produit, vous mettez code INSEE avec les numéros derrière sur Google et ça vous donne le nom de la commune. Et est-ce que là, on peut voir s'il est produit à l'étranger, par exemple, aussi, le oui, canard, par exemple? Parce que si les 2 premières lettres sont autre chose que FRE, F-R, alors c'est qu'il vient d'ailleurs. Donc quand c'est BG, par exemple, ça veut dire Bulgarie, ou quand le saumon fumé commence par PL, c'est qu'il est fumé en Pologne. Quand il commence par LT, c'est qu'il est fumé en Lituanie. Et en fait, on peut, sans même une enquête très lourde, on peut savoir tout seul. Mais encore faut-il décoder. Donc ça, vous pourrez briller en société ce soir. Parfait. Allez tous dans vos frigos pour regarder les emballages. Deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous rend fier à vous de vous investir comme ça dans la grande conso, d'aider à décrypter, d'expliquer, vulgariser d'une certaine manière? La pédagogie est quelque chose que j'adore faire. Et j'aurais pu être prof, mais ma patience a des limites et c'est ça le handicap pour être prof. Et donc, expliquer quelque chose que l'on maîtrise à quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est vraiment très agréable. C'est le principe de la transmission. C'est pour ça, par exemple, étant quand même assez sollicité, notamment par des étudiants dans des cadres de travaux, de mémoire, de rapports de stage et compagnie, je dis toujours oui par principe à toutes les demandes. Alors là, je vais en avoir encore plus, mais ce n'est pas grave, parce que j'estime que... Alors après, je pose mes conditions, c'est-à-dire que c'est moi qui donne les créneaux quand je suis en temps masqué, c'est-à-dire dans un taxi entre 2 rendez-vous, en train de conduire entre 2 rendez-vous, ou dans un temps mort, voilà, parce que j'ai besoin quand même de gérer mon temps. Mais je dis oui toujours par principe, parce que transmettre est quand même assez grisant.
parce qu'en réalité, c'est donner quelque chose d'immatériel. Le savoir, c'est très immatériel, qui, à mes yeux, a plus de force que la richesse au sens matériel, qui est de filer 2 euros à un mec, ou 10 euros, ou 100 euros, ou, enfin, là, peu importe. Mais transmettre quelque chose que l'on sait, c'est vraiment super. Et dernière question, où c'est qu'on peut vous contacter si on a une question, si des étudiants veulent avoir votre point de vue pour leur mémoire ou autre. Mon numéro de téléphone est public parce qu'il est sur mon blog, olivierdauvert.fr. Le contact de mon blog tombe directement dans ma boîte mail perso. Sachant qu'évidemment au téléphone, il faut me contacter par SMS, sinon je réponds pas. Je vais pas m'arrêter dans une émission ou autre pour répondre, mais par contre je lis tous les messages, donc je suis vraiment pas inaccessible comme garçon. Dédicace à Madame Dauvert, à laquelle j'avais dit la première fois, je suis insaisissable. La preuve que non, puisqu'elle m'a saisi. Très bien, et ce sera un magnifique mot de la fin. Ouais, merci beaucoup. Et une petite dédicace. Olivier, pour votre temps et votre analyse et votre passion aussi, parce que je pense que ça s'est entendu au micro. Mais c'était un plaisir. À très vite. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.